Et le géant vous dit: voici la puissance que mon ami voulait vous montrer. C'est ce que Phineos a lancé sur Midgar. Suivez-moi, il veut encore vous parler. Et vous le voyez qu'il se dirige vers le crâne, qu'il le touche, et qu'il vous invite à faire de même. Ce que je m'empresse de faire. J'imagine que Sanael également, Mais je suis déjà vers le crâne, moi. mais parfait. Et donc, vous le touchez, et une fois encore, vous vous sentez transporté ailleurs, non pas à travers le temps, mais à travers l'espace. Et vous vous retrouvez encore une fois ici. Et le géant vous invite encore une fois à aller en direction de son ami. Et donc, vous vous retrouvez une fois encore ici, face à l'immortel. Et il vous dit, bien, à présent, vous avez compris le fonctionnement de l'arme conçue par Naïr Phineos. Vous avez vu sa puissance. Maintenant, imaginez ce même fonctionnement, la même arme, les 5 éléments mélangés dans un équilibre parfait. Mais la différence que, contrairement à cette toute petite sphère, elle ne tient pas dans la paume d'une main, mais qu'elle fait la taille d'une capitale. Imaginez la proportion absurde des dégâts qu'elle pourrait engendrer. Vous aurez alors un aperçu de la puissance de l'arme première. C'était ce même fonctionnement que Naïr a mis en place, à la différence que la sphère était immense et lâchée depuis les airs. Mais un tel engin se verrait de loin, et d'un point de vue de stratégie militaire serait donc caduc. Il serait facilement arrêtable avant d'atteindre Midgard, et c'est très vrai. Mais c'est là tout le génie du plan de Naïr. Il a conçu plusieurs de ses armes et n'en a fait voler qu'une seule. Les autres étaient dissimulées sous terre et attendaient d'être touchées par l'impact de la première, afin de réaliser une réaction en chaîne destructrice. Son but était clair, non pas vaincre Midgard, mais raser l'entier de la civilisation des Adans. Et il a mis son plan à exécution. Mais ses calculs se trouvèrent finalement erronés. Le plan ne fonctionna pas tout à fait comme il l'entendait, et certaines armes ne furent pas touchées par l'explosion. La destruction ne se transmit ainsi pas jusqu'à Asgard comme il l'avait souhaité. Et après l'impact, après la destruction de Midgard, on entendit un cri. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que nous, tous les Adams survivants, même ceux qui se retrouveraient ensevelis dans les profondeurs du monde, nous entendîmes ce cri, peu importe où l'on se trouvait. Nous entendîmes tous Yeshua. On raconte que quelque chose s'éleva des ruines de Midgard, un être d'une puissance invraisemblable, et on le nomma Yeshua. Et il attaqua Asgard à lui tout seul, avant que les Lyrikem ne le scellèrent. Il n'y eut que peu d'Adams survivants, et la plupart finirent enfermés sous terre comme moi. Mais je m'étais préparé. À l'aide des connaissances de mon compagnon géant, je mis en place ce système qui conserva un tant soit peu mon corps et ma conscience.
Et quelque temps plus tard, alors que nous étions dans les tréfonds du monde, nous avons tous ressenti la même chose. Une vague de vie, une lumière. Estuan s'apparut dans le monde dévasté et créa la vie nouvelle, les humains. Et ainsi débuta le 3e calendrier. Depuis, je me tiens ici à observer le monde à travers les artefacts des géants. Je me tiens ici et j'attends de voir si mes visions se produisent. Et pour le moment, elles ne m'ont pas fait faux bond. Et celle-ci s'arrête bientôt, très bientôt, alors que la fin des jours a déjà eu lieu. Voici ce que je peux vous dire pour satisfaire votre curiosité. Votre ami était fou, immortel. Mais on avait déjà vu une lettre de lui où il disait qu'il voulait raser toute l'humanité, justement. Oui, la connaissance que les géants lui ont apportée. Ouais, c'est ce qu'il disait, pas une lettre, c'est vous qui nous l'avez dit. Et vous nous avez dit que cette connaissance pourrait nous rendre fous. Quelle est cette connaissance? Si nous allons vers la fin du monde, j'aimerais savoir pourquoi je me bats. Et qu'est-ce qu'on vient sauver? Êtes-vous certain de vouloir posséder pareille connaissance? Seriez-vous toujours apte à vous battre pour une cause? Je le jure. Avant toute chose, je me dois de préciser que ces connaissances que je peux vous apporter ne sont peut-être rien du tout et ne sont qu'infimes dans l'immense construction de l'univers. Mais si vous insistez, je ne peux que vous transmettre ce que les géants nous ont transmis. Je vous le demanderai encore une fois. En êtes-vous certain? Moi, je veux vraiment savoir. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. C'est ce qui a déclenché une énorme partie du plus gros conflit planétaire qu'a jamais eu, qui a ensuite donné naissance à Yeshua, et puis qui a ensuite fait que Estuan, ça a dû recréer la vie. Ouais, j'aimerais savoir pourquoi tout ça, pourquoi toute cette folie. Très bien. Je jure de défendre l'humanité quoi qu'il se passe. Très bien. Au départ, il y avait l'océan et le temps. Au-dessus de l'océan, le néant, le ciel infini. Et un jour apparut l'origine. Une lumière qui expulsa les données. La lumière de l'origine, projetée sur les données, créa des ombres. Et de ces ombres naquit la matière. Ainsi les données devinrent matière. Certaines données, malgré tout, restèrent au plus profond de l'origine. Celles qui ne prirent jamais forme physique, celles que vous nommez sentiments. Ainsi naquit un monde matériel, physique, bien au-dessus de l'océan. Un monde chaotique fait de matière éparse. Un monde qui n'a aucune logique, aucun sens. Et c'est dans ce monde qu'apparut le premier être doté de conscience. Un jour, il descendit vers l'océan et fonda un monde selon ses propres règles. Puis il créa des êtres à son image. Il disparut et les siens se dispersèrent sur ces terres. Ainsi commença le premier calendrier et ainsi naquirent les Adams du premier calendrier. Et pourtant, tout cela était-ce véritablement le commencement? Car les géants, un jour chevauchant un Caelorbia, vinrent sur le monde à la surface de l'océan pour rencontrer la création du premier être.
Ainsi, les géants prirent contact avec les Adons du premier calendrier. Mais d'où venaient donc les géants? Même eux l'ignorent. Mais il y a une chose qu'ils n'ignoraient pas. Hormis l'océan et le temps, tout est né de l'origine. Et un jour, tout retournera à l'origine. Et un jour, l'origine expulsera à nouveau sa lumière et ses données, jusqu'au jour où tout retournera à l'origine. Cela s'est déjà produit un nombre incalculable de fois. Ainsi, tout a déjà eu lieu. Ainsi, tout finira de la même manière. Ainsi, tout recommencera. Ainsi, l'histoire se répétera. Nos choix n'en sont donc pas, car nous répétons les mêmes en boucle. Nous avons déjà existé, moi, le géant, vous, Yann, Sanael, ainsi que vos compagnons. Nous avons déjà vécu des histoires, nous sommes déjà morts, et nous avons existé à nouveau, puis nous sommes morts à nouveau, encore et encore et encore. Ce que nous vivons, d'autres nous l'ont déjà vécu, des milliers, des millions, voire des milliards de fois. Alors nous sommes en droit de nous poser cette question. Notre vie revêt-elle d'une quelconque importance? Nos choix sont-ils véritablement nos choix puisque nous les avons déjà faits un jour et qu'un autre jour nous ferons les mêmes? Tout ceci a déjà eu lieu, même cette conversation. Voilà le peu de vérité qui est à ma portée. Et c'est donc dans un nihilisme total qu'il a décidé d'emporter l'humanité avec lui. C'est cela. Et comble de toute cette histoire, il l'avait probablement déjà fait, Déjà fait, j'avais compris. et il le fera à nouveau. Mais il a échoué. Et il échouera à nouveau. C'est cela. Mais peut-être qu'il était voué. Si on prend le problème différemment, l'opération, ça peut être. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que si l'opération s'est répétée un nombre incalculable de fois, il suffit qu'à chaque fois une légère chose soit à chaque fois différente pour qu'au bout d'un milliard de répétitions, il puisse y avoir une fin différente. Vos mots sont baignés d'espoir, Sanael. Mais je crains que tout ceci soit à chaque fois semblable. Et les géants, eux-mêmes ne savent pas d'où ils viennent. Peut-être y a-t-il autre chose. C'est à cet espoir que je me suis accroché. Si l'univers, si l'existence se répète sans cesse, c'est peut-être qu'elle a une raison de se répéter sans cesse. Il faut peut-être juste que quelqu'un ait un jour la force de changer quelque chose. Peut-être même inconsciemment, peut-être même sans le savoir, mais par peut-être sa propre conviction. Trouver l'action juste, la vérité qu'il nous fallait, afin d'éviter ces répétitions et que le monde puisse s'en aller au néant une bonne fois pour toutes. Mais pas dans un fracas, dans la paix. Peut-être que retourner à l'origine est définitivement la seule façon de mettre fin à ce cycle de souffrance. Même sachant que nous avons probablement déjà eu cette conversation, je suis heureux de voir que mes mots ne vous ont pas transmis trop de tristesse et que l'espoir est encore en vous. Bien sûr. C'est la seule raison qui nous pousse à aller de l'avant. Et puis, si nous l'avons déjà fait, et que de toute façon tout est terminé, à quoi bon perdre espoir? Puisque j'aurai d'autres chances de réessayer. Tu vois que le cadavre, si on peut y appeler ça comme ça, a l'air d'avoir un rictus et qui sourit. Contre Yann pleure.
Cela vous a-t-il secoué en votre fort intérieur, chevalier de Terra? Je vais ouvrir les yeux, regarder Sanael, sourire avec ce sourire qu'il a toujours envers Sanaelienne. En effet. Mais peut-être que je vais me raccrocher aux paroles de mon ami. Je me souviens de quelqu'un que j'ai rencontré lors de ma première existence. Enfin, avant que je ne m'accroche à ce mécanisme qui me maintient en vie. Il m'avait dit: la vie des humains, la vie des mortels est si courte. Et c'est pour ça qu'il faut vivre en faisant de son mieux. Même vivre qu'un battement de cils. Il suffit de vivre en s'enflammant comme un éclair. C'est ce que j'ai essayé de transmettre à Naïr Phineos. Mais il était trop tard. Souhaitez-vous encore vous entretenir avec moi? Donc si on récapitule bien, il y a toute cette histoire d'origine, puis viennent les Adans, puis sont fondés les royaumes de Midgard et d'Asgard, puis ils se font la guerre. L'un d'eux apprend l'origine, décide que tout ceci n'a aucun sens, se noie dans un nihilisme pur, trouve une façon de créer cette arme primordiale, met à bien son exécution, tue la petite sœur de Yeshua ou son petit frère, je sais plus. Destuance, Yeshua, sa petite sœur. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Crée Yeshua par sa colère. Et ensuite, Estuance doit repeupler le monde. Viennent les diverses races. Les Adans, eux, ne changent pas. Viennent les humains, puis les races évoluent. C'est un tableau assez juste de l'histoire, c'est ça? Effectivement, c'est très bien résumé, oui. Je ne connais pas les détails concernant cette petite sœur ou ce petit frère, mais le reste me parle et je ne peux que l'affirmer. Connaissez-vous Destuance? Si ce n'est que c'est un Lyrichem, ou un Lyrichem en devenir. Le nom d'Estuance ne m'évoque aucun lyrichem. Je ne suis malheureusement pas omniscient, ou je le suis bien moins. Et Bien d'ailleurs, moins à l'époque. quelle est la place des Lyrikem dans tout ce tableau? Sont-ils eux aussi créés? Viennent-ils eux aussi des données de l'origine, comme nous? Comme les Adans? Ce sont des Adans. Ouais, mais c'est des Adans normaux ou bien justement... est-ce qu'ils ont eu accès eux aussi à cette connaissance des géants et de l'origine? Je ne connais pas les détails de leur connaissance, mais ce que je peux vous dire, c'est que mon peuple, un jour, est parvenu à entrer en contact avec ce que nous nommons les 26. Les 26 qui sont des divinités qui écriraient l'histoire du monde. Et en entrant en contact avec les 26, ils ont eu accès à une puissance. Enfin, nous avons eu accès à une puissance incommensurable. De là est né le conflit entre Midgard et Asgard. Mais les 26 ont choisi 4 élus parmi les Adans pour être leurs représentants sur Vadentis et empêcher aux Adans de se massacrer dans une guerre. Illyrichem était ainsi baigné par la bénédiction des 26 et avait une puissance que l'on peut qualifier de colossale. Leur objectif était d'être des arbitres dans ce conflit.
et ils scellèrent le pouvoir du cataclysme. Ce que l'on nomma Yeshua, ils le scellèrent quelque part. Puis Estuan s'intervint et créa les nouvelles races. Et ainsi commença le 3e calendrier. C'est passionnant. Bien. Je crois voir que les lézards de la surface vous cherchent. C'était un honneur de vous rencontrer à nouveau. Et à nouveau. Et à nouveau. De nouveau, tu vois un rictus qui se dessine sur le cadavre. Je vous en prie. Souhaitez-vous... Merci. Je vous en prie également. Souhaitez-vous rejoindre la surface? Je crois que nous sommes prêts. À refaire ce voyage, encore une fois. Bien. Je vous remercie également d'avoir attisé ma curiosité et d'avoir répondu à mes quelques interrogations. Cher ami, renvoyez donc nos invités au crâne du Piloua. Et effectivement, à peine a-t-il fini de dire ces mots que vous vous sentez à nouveau happé, vous sentez votre âme se détacher de votre corps, et rapidement vous ressentez de nouveau votre chair qui s'attache à vous, et vous vous retrouvez ici même. Et le trou qui vous a emmené dans les ruines où se trouvait la tour de l'immortel ont disparu. Enfin, a Autant me dire disparu. que je m'asseye directement dans l'herbe. Et que je me prends la tête à 2 mains. Qu'est-ce qu'il y a, Yann? Rien. Ça t'a bouleversé ce qu'il nous a raconté? Pas toi? Pas plus que ça. Je pars du principe qu'on ne peut rien y changer, alors pourquoi se laisser pourrir la vie par cette chose? Je crois toujours que le libre arbitre existe et que la volonté est plus forte que tout. Il suffit de le vouloir assez fort. Et je vais lever les yeux vers toi. Je veux bien y croire. Je vais me relever. Ouf, sacré voyage, non? Oui, en effet. Et vous entendez au bout d'un moment une voix qui vous est plus ou moins familière, qui vous dit « Étranger, étranger ici !» Oui. Voilà nos amis. Ah mince, on leur avait pas promis quelque chose? Pareil. Il n'y a plus la voix qui vient du crâne. Vous avez réussi. Ah merde, je devais leur faire à bouffer. Réparé. Nous avons réglé votre problème. C'est parfait, merci. On vous a promis cadeau en retour. Venez vite, venez village Vrerki. Cadeau, cadeau. Eh bien, allons-y, j'imagine. Est-ce qu'un cadeau vrai vers qui, d'après toi? Ils vont nous manger, mais avec des pommes? Je pense qu'ils vont nous offrir une babiole dégueu. Mais j'ai lu dans des livres que les tribus primitives n'aiment pas qu'on refuse leurs cadeaux. Alors même si c'est un truc dégueulasse à manger, tu te forceras. On peut bien faire ça, vu que je l'ai déjà fait. J'imagine que du coup vous suivez le Vrerki. Oui. Et donc, après quelques minutes de pataugeation dans ces mangroves, vous revenez au village Vrerki. Viens, vous suivre moi. Cadeau qui va plaire vous. Oui. On vous suit. Non, tu ne les manges pas. Cadeau, on a promis. Chaman. On va voir Chaman. Bonjour les Verki.
Putain, ça se trouve, c'est eux qui détiennent la vérité de l'univers, ça serait abusé, mec. On peut le manger, non, mange pas. Ouais, pardon, ma chamane. Oui, oui. Tu fais super bien le vrai Rki, je tiens quand même à le dire. Ah, mais tous les vrais qui j'ai croisés dans ma vie parlaient comme ça. Mais c'est pour ça que je dis que tu les imites super bien, tu vois. Tu les as croisés dans lycéenne ou bien c'est comment? C'est J'en ai vu un de temps en temps. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais à chaque fois. Ah, mais ils avaient pas pris leur billet, donc j'ai dû leur apprendre comment faire. Ah putain, puis apprendre quelque chose à un vrai Rki, à mon avis, Ah, c'est terrible. J'ai essayé, mais c'est difficile quand même. ça va être aussi dur que d'apprendre à ma mère à se servir de YouTube. Exactement. Bien, entrez dans l'oge. Oui, 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 oui. Je suis Et, dessus, leur loge, on dirait des bouches. Le démon gorgon. Oh bah c'est plus cosy que ce que j'imaginais. effectivement, puis c'est même assez grand. Alors c'est de la terre par terre, et puis il y a une grosse odeur de poisson, de moisi, mais aussi de cendres et de bois brûlé. Mais il y a des fleurs. Et il y a des fleurs qui poussent sur le sol ici. Après, comme le vrai Rki que vous aviez croisé vous avez dit qu'il ne pensait pas que les fleurs étaient comestibles, qu'il ne croisait que des empoisonnés, je vous déconseille de les approcher. Et au bout d'un moment, il y a ce vrai Rki là qui ressemble au premier abord beaucoup aux autres, mais quand il s'approche de vous, vous voyez que il a quelques attirails en plus, il a des boucles d'oreilles, il a un chapeau. Ah, vous êtes étrangers, vous? Eh oui, vous êtes pas des vrais qui. Non, non, non. Jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce qui vous a trompé? Le fait que vous sentiez pas bon. Oh là là. Il paraît qu'on vous a promis un cadeau. Allez, mettez-vous autour du feu, là. On n'a pas le droit de les manger, c'est de la chair fraîche. On n'a pas le droit de les manger. Je m'approche du feu. Et tu vois que le feu a l'air d'être entouré par ce qui pourrait être des griffes. Ouais. Voilà. Vous nous avez aidés en révélant les mystères du crâne qui faisait peur. Alors, comme promis, nous vous offrons des présents. Alors, à la base, on n'avait prévu qu'un seul, mais... ouais, il y a moyen de s'arranger, oui, oui, on va faire ça. Bien fait, oui. Alors, voici le présent qu'à la base, on avait promis de vous offrir. Oui, c'était celui-ci, là. Oh Oh. C'est... Qu'est-ce donc? on appelle le sabre draconique, c'est comme ça qu'on dit dans votre langue. Oui. Ah, il est très spécial. Pour devenir le manieur, il faut qu'on fasse un rituel. On va faire ça. Oui, le rituel. Et pour vous... ouais, on va s'arranger, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Voilà, pour commencer, Vous voyez qu'il s'approche de ce qui ressemble à un poulet ici. Voilà, un poulet. Il y en a un qui aura le sabre, l'autre le poulet, génial. Je prends le sabre. Vous voyez qu'il fouille dans les entrailles du poulet Génial, et il en ressort une fiole. c'est parfait. bon, pour commencer, buvez ceci. Et il Bien vous donne sûr. la fiole. Il parle à moi ou à Sanael? Tous les deux. Bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il ne te répond pas. En tant que soigneur, je vais. À l'odeur et à l'aspect, ça me dit quelque chose. T'as l'impression, ça, cette odeur de remède, mais de remède pas bon quoi. Ouais, ok, d'accord. Je fais un hochement de tête à Yann pour dire c'est dégueu, mais tu vas y survivre. Bon, bah je bois. Et je bois ma part aussi. Bien. Faites un jet de volonté s'il vous plaît. Bien sûr. Pénard, c'est vers qui? C'est toujours tellement bien de vomir chez les invités.
Oh putain. Oh, mais j'ai failli faire 15, mec, mais c'est moisi. C'est pas mon truc la volonté. Alors, Yann, quand vous étiez entré dans ce laboratoire, cette même journée, t'avais eu de nouveau un relent gastrique, t'en as de nouveau un, et Sanael, pareil. Cette acidité qui vient jusqu'à la gorge, ouh, qui redescend. Bien, Ouais. maintenant, Il se dirige ici, dans ce qui a l'air d'être un crâne. Un crâne géant. De dragon. De dragon, très probablement, de ce que vous avez vu en venant dans cette direction, vous aussi tombé sur le tombeau du Seigneur des Mers, et ça y ressemble. Et il en ressort une dague. non, ça on garde ici. Mmh. Bon, vite, avant que ce que je vous donne à boire fasse effet. Prenez ce couteau et laissez couler votre sang au-dessus des flammes. Oui, oui, oui. Allez hop, vite, vite. Je dis à Yann, je le soignerai au pire. Bon. Je vais m'entailler la paume et puis je vais faire couler mon sang dans les flammes. Pareil. Et au moment où votre sang atteint les flammes, comme lorsqu'on dépose de l'eau sur des pierres brûlantes, il y a une forte fumée, mais à la densité bien plus absurde que la logique voudrait, qui s'en dégage. Une fumée rougeoyante qui commence assez rapidement à vous envelopper. Et l'odeur d'herbe et de moisissure gagne vos narines. Et assez rapidement, vous ne voyez plus le chaman. Et Yann, tu te retournes vers Sanael, et Sanael, tu te tournes vers Yann. Mais déjà, vous ne voyez plus. Et vos sens commencent à vous faire perdre pied sur le réel. Et il y a une vive douleur qui vous gagne, qui arrive dans votre paume. Et dans la fumée, vous voyez, au bout d'un moment, l'ombre d'une créature qui se met debout. Une créature d'abord aux dimensions humaines, mais à tête de reptile. Et petit à petit, elle grandit, jusqu'à vous recouvrir totalement de son ombre. Et un grognement se fait entendre. Et Yann, tu sens un métal froid qui s'accroche à ta main valide. Tu sens une chaîne brûlante qui te relie à ce métal. Et Sanael, ton arme, ta templière, elle se libère d'elle-même de ton emprise. Et tu la vois tomber à tes côtés. Et tu ne parviens pas à bouger, tous les deux vous êtes immobilisés. Et Sanael, tu vois l'ombre d'un serpent qui semble alors glisser lentement vers ta templière qui est par terre. La templière devient alors informe. Tu as l'impression qu'elle se met à fondre. Et de sa matière naît quelque chose de nouveau. Let's go. Alors qu'un serpent s'entoure autour d'elle. Let's go. Puis, calmement, une force vous soulève tous les deux. Comme si elle vous prenait par les épaules. Vous n'avez plus accès à votre mobilité alors que votre corps agit de lui-même. Et vous vous sentez poussé vers l'extérieur de la tente. Vous marchez, vous la quittez. Vous voyez difficilement, mais vous distinguez quand même le village Vrerki autour de vous, toujours les sens embrouillés. Et au bout d'un moment, vous êtes persuadé de vous voir même à la troisième personne. Vous voyez vous-même la vision floue, embrumée par cette brume couleur rubis. Et votre corps se met à avancer en direction de la jungle. Et à mesure que vous avancez, les arbres autour de vous disparaissent. La terre sur laquelle vous marchez disparaît également. Et Sanael, tu vois
tu es le premier à voir des engrenages se dessiner autour de vous, qui se mettent à flotter devant vous. Et les rouages semblent se détacher et deviennent comme des filins d'énergie qui tournent autour de vous. Et d'un coup, ils se mettent à tourner en arrière. Ces engrenages, tu les vois tourner en arrière dans l'autre sens. Et ils semblent englober le ciel et la terre. La terre qui a disparu devient une surface d'eau infinie. Et vous marchez sur l'océan. Au-dessus de vous, le néant. Et dans ce néant, une explosion de lumière. Et un être descend sur l'océan. Il se fond dans l'océan et devient une terre. De cette terre naissent des êtres qui lui ressemblent. Vous voyez des civilisations se construire, des bâtiments à perte de vue, confectionnés en quelques instants, puis s'effondrer, et d'autres qui naissent à nouveau alors que vous continuez à avancer. Le temps autour de vous se déroule à une vitesse absurde mais ne vous atteint pas. Alors vous apercevez 26 points de lumière qui s'envolent vers le néant, quittant la Terre. Un grand flash s'abat sur le monde, et vous comprenez que les peuples changent, pas physiquement mais en profondeur. Alors, vous voyez ces peuples rire, vous les voyez pleurer, vous les voyez tomber amoureux, vous les voyez souffrir. Et d'autant plus lorsqu'ils parviennent à rattraper les 26 lumières qui se sont envolées. Alors le monde se scinde en deux. Puis une explosion recouvre l'horizon, et un être crie, une souffrance sans précédent que le monde ressent. Alors, l'être change, alors l'être se venge. Alors le monde s'écroule et les âmes s'en vont. Vers un lieu où se rassemblent les âmes. Alors 4 entités se mettent en travers de son chemin et le scellent dans leur demeure. La demeure disparaît, le monde est vide, le monde est calme. Jusqu'au jour où une lumière nouvelle apparaît là-bas à l'horizon. Une lumière apparaît dans le ciel et comme l'être premier l'avait fait, touche le sol. Alors une vie nouvelle éclot. Alors des chaînes de lumière s'extraient de cet être. Et ensuite, de cet être, vous voyez qu'il s'agit d'une petite fille au visage lumineux. Et ces chaînes parcourent le monde et créent la vie nouvelle. Le temps avance jusqu'à ce jour, jusqu'au présent. Les chaînes lumineuses ne disparaissent pas pour autant, elles restent liées à l'enfant. Et à mesure que le paysage autour de vous redevient concret, vous apercevez votre corps. Yann, tu parviens à avoir Sanaël. Et Sanaël, tu parviens à avoir Yann. Vous voyez ce filin, cette chaîne parcourir les terres et les mers pour vous accrocher à Eva qui dort paisiblement ce moment à éclosion. Vous reprenez alors peu à peu pied sur le réel. Vous regagnez vos sens et vous vous retrouvez au milieu de la forêt, dans une clairière, à côté d'un fleuve. Et alors que vous remettez un sens sur ce qui vous entoure, que le crépitement d'un feu se fait entendre, que vos affaires sont à vos côtés dépliées, vous commencez à sentir vos colliers forgés à Golgotha qui résonnent. Ils s'illuminent et ils se mettent à vibrer. Que faites-vous? Vous avez repris conscience sur le réel. Je vais regarder autour de moi déjà, voir tout ce que le décor quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce camp quoi. Et tu remarques effectivement la templière qui était tombée à tes côtés, tu la tiens à présent dans tes mains et que sa forme a changé. Oh let's go, elle est incroyable.
Ya- Yann, de ton côté, tu tiens dans ta main cette arme que les frères qui t'avaient montrée et tu te sens lié à elle comme jamais tu n'as été lié à une arme. Tu as la sensation que si tu devais te séparer d'elle, elle pourrait revenir à toi. Oh. Attends, parce que moi j'avais quoi comme arme jusqu'à maintenant? J'avais l'épée longue, des forges de terre à deux. Mhm. Bah, je l'aurais plus. Et vos colliers continuent à briller, continuent à vibrer, les colliers que vous avez forgés à Golgotha. Et je vais demander à Yann. Nos colliers vibrent. Est-ce que tu crois que Raki et Euseb sont dans le coin? Oui, mais avant toute chose, est-ce que ce vieux Vrerki chaman nous a fait revivre l'histoire là en une fraction de seconde? Ça, j'en ai bien l'impression. T'as D'ailleurs, jamais- Oui. Eva vient de l'origine. C'est ce que j'ai cru comprendre dans ce flash. Je pense que la personne qui a créé Eva a recréé l'origine, effectivement. Parce que un être qui est revenu comme il était déjà revenu, et c'est Eva qui est apparue. Ouais, ça me fait penser au tout premier être qui a créé les autres à son image. Ouais. Et alors que vous discutez, vos colliers se mettent de plus en plus à vibrer fort et vous voyez à côté de vous comme si un miroir apparaissait et se mettait à vibrer également, de plus en plus fort, de plus en plus rapidement. Et devant vous, traversant un espace fait de vide, comme on traverserait un miroir, deux silhouettes, l'une soutenant l'autre, arrivent à vos côtés.